Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débris sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et Titan Chion. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de la fin de cette Coupe du Monde, des demi-finales et du dénouement de cette compétition avec tout d'abord la France qui jouait contre l'Espagne dans sa demi-finale et qui n'a pas du tout su être à la hauteur de l'événement. Ouais, ça c'est sûr. Un match, je pense que tout le monde a déjà vu les résultats, a déjà vu le match. Tout le monde est d'accord que c'est une grosse déception côté français, mais une grosse réussite côté espagnol parce que quand même c'est eux qui ont dominé le match. Ils ont su jouer au foot ce jour-là et la France vraiment on n'était pas à la hauteur. Malgré le parcours qu'on a fait, c'était la première fois qu'on joue une équipe à la hauteur d'une finale ou d'une vraie rencontre. Et c'est là où on a vraiment été prise par surprise. Je trouve c'est intéressant ce que tu dis. T'as dit ils ont su jouer au foot et effectivement Oui. la France, eux, ils ont pas su jouer au foot. Voilà, faut le dire. Ils étaient fades. Enfin, j'ai trouvé. Ils essayaient pas, par exemple, à la fin du match quand ils perdaient. Au bout d'un moment, on l'a vu avec l'Angleterre, on le verra plus tard, mais l'Angleterre, ils faisaient que balancer des ballons dans la surface. La France, ils ont même pas essayé. Enfin, j'avais l'impression qu'ils essayaient même pas d'aller revenir. Quand ils perdaient, ils essayaient pas de revenir au score. C'est un peu comme t'as dit, on n'avait pas l'impression qu'on perdait en fait à certains moments. Mais après, la qualité technique, quand t'as la meilleure équipe du monde, c'est vraiment un niveau grave parce que j'ai vu qu'on ratait des contrôles, des passes. Et moi, je pense que c'est une défaite méritée. Il y en a qui peuvent contester le péno. Moi, pour moi, c'est clairement juste Lucas Digne qui regarde pas, qui a tout dans son dos et qui va avec le pied. Quand s'il y allait avec la tête, ça aurait été 10 fois mieux. Et même, il a à un moment donné essayé de contrôler dans sa surface. À un moment donné, il faut arrêter. Pour moi, Digne, c'est l'un des joueurs français les plus, si pas l'un des le plus décevant de cette Coupe du Monde. Je resterai plus sur l'un des et pas le plus quand même parce qu'il y en a qui ont bien déçu aussi. Mais oui, c'est sûr. Après, en plus avec les offensifs qui n'ont pas réussi à mettre l'étincelle, on va dire qu'on attend d'eux. Et face à une équipe aussi espagnole qui a beaucoup su conserver, notamment de ses défenseurs, ils faisaient des très belles sorties de balles et c'était vraiment assez impressionnant. Ça a été vraiment trop compliqué pour l'équipe de France qui a manqué un peu de tout, j'ai envie de dire. Et en plus, je pense, là, on a vraiment perdu, c'était même pas au péno ou au deuxième but, c'était vraiment la sortie de Adrien Rabiot, qui avait pris un jaune, mais avant même, il était en train de dominer l'Espagne, c'était lui qui faisait plein de récup, plein de relances, c'était parfait techniquement. Et là, on le voit qu'il sort la mi-temps. Au début, on accusait Didier, mais après, il nous explique que c'est Rabiot qui a dit qu'il était pas à l'aise et qu'il pouvait pas jouer son foot à cause de ce carton jaune. Alors, il était obligé de le sortir pour Manu Koné qui n'était pas vraiment à la hauteur malgré les autres matchs. Mais c'est ça ce qui nous a vraiment tué, c'était la sortie de Rabiot. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir faire sans, mais ça a été très très dur pour l'équipe de France. Ouais, après aussi le coup dur, enfin même si je pense que c'est un coup dur plus mental parce que sur le terrain je trouve ça c'est pas trop vu, c'est la blessure de Saliba en début de match. Ah oui. Lacroix, moi je trouve qu'il a été plutôt à la hauteur, enfin faut pas exagérer, pour moi il a été à la hauteur, mais c'est sûr que mentalement aussi quand tu perds Saliba, c'est pas pour aider. Pour moi je suis pas d'accord. Après il faut te dire, il fait une entrée non expectée, genre il s'y attendait pas. Alors c'est dur de se mettre direct dans le match et tout, mais pour moi c'était vraiment pas un très bon match de Lacroix et Digne parce que chaque attaque venait de leur côté. Le deuxième but, c'est à cause de Lacroix justement qui suivait pas son attaquant. Il y a trop de espace qui se crée à cause d'eux et il y avait trop de relances vers l'arrière alors qu'on perdait. C'était trop mou pour Lacroix et pour Digne pour moi. C'est vraiment ces deux joueurs qui a été vraiment très grave, j'ai envie de dire, pendant cette rencontre. Ouais, moi je trouvais surtout les latéraux Digne, que ce soit Digne ou Koundé, qui étaient en fait dans leur sortie balle trop facilement mis en difficulté. Ils prenaient trop de temps avant d'envoyer une passe en fait ils se faisaient trop la passe entre eux et au final en fait tu te retrouvais avec des attaquants espagnols qui venaient en 1v1 face aux défenseurs et on a eu un nombre de longs ballons contrés directement dans les pieds par les attaquants, c'était impressionnant et c'est pas tolérable en fait à ce niveau. Oui, c'est sûr. Et en plus, un truc qui n'était pas attendu aussi, c'était le match décevant de nos attaquants, notamment Olysée. Mais après, je pense que Didier il aurait pu faire quelque chose d'autre que jouer en 4 attaquants, car l'Espagne qui joue 100% du temps avec 3 milieux de terrain, je pense que enlever Olysée pour Koné aurait été une meilleure idée, ou enlever un autre attaquant pour justement contester ce milieu de terrain qui était vraiment la base de cette équipe d'Espagne. Mais je sais pas pourquoi on a voulu garder le jeu qui avait marché face aux plus petits pays et ça aurait pu marcher, mais c'est trop dur quand ça joue une grosse équipe qui sait défendre, qui sait s'adapter à ça et qui justement avait le contrôle au milieu. C'est là où je pense que vraiment on se faisait trouer.
Après, oui, c'est sûr que franchement, après cette défaite, ça vient facilement à l'esprit Oui, c'est sûr. de se dire, ouais, il aurait fallu redescendre à 3 milieux et tout. Mais aussi, il faut penser que si on perdait avec 3 milieux, les réactions auraient encore été pires. Enfin, Oui, ça a été ça serait aller l'inverse. critiquer très, très fort parce que et dire Didier qui veut jouer à 4 attaquants, mais dès que le niveau se hausse, hop, il repart avec ses 3 milieux et son système défensif. Non, en fait, enfin, en tous les cas, de toute façon, quand c'est comme ça, où les deux auraient été faisables, quand on perd, forcément, ça critique un petit peu, mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de critiques si on perdait avec un milieu à 3. Ouais, c'est sûr, mais comme je l'ai dit avant, c'est ça, mais c'est un truc qu'on s'y attendait pas. Alors c'est sûr, c'est facile de parler, mais après on peut aussi parler de l'Espagne qui était grand. Hein. Franchement, oui, Rodri, gros match. Il y avait aussi Cucurella, énorme. Pedri Porro, qui pour moi est l'arrière droit de ce tournoi, franchement énorme depuis le début. Mais aussi un autre gros facteur, c'était justement un défaut de cette Coupe du Monde, les 48 équipes. Et justement, ça veut dire qu'il y a des parcours qui sont largement plus faciles que d'autres. Donc, certains pays vont être mieux préparés que d'autres. C'est le cas pour l'Espagne qui, eux, ont enchaîné Portugal, Belgique, pendant que la France ont enchaîné Paraguay, Maroc. mais après, en fait, ce truc d'avoir des équipes plus dures, ça dépend, ça peut être un avantage ou un désavantage. Là, c'était plutôt un avantage parce que l'Espagne a su s'en défaire en temps réglementaire. Mais par exemple, pour des équipes qui ont dû aller en prolongation, là, c'est pas forcément un avantage parce que ça fait plus de fatigue. Mais ça reste le même en tant que jeu, je veux dire. Oui, certes dans le jeu, mais après, c'est pas forcément un avantage quand t'es plus fatigué. Tu vois, quand tes joueurs, ils ont joué 120 minutes au lieu de 90 juste avant avec tous les voyages et tout. Bah, ils ont eu aucun. Mais oui, c'est ça, c'est pour l'Espagne, ça a été plutôt, pour eux, ça a été bien parce qu'ils ont su ne pas aller en prolongation, mais pour d'autres équipes, par exemple, qui sont allées en prolongation, ça a pu être un désavantage. Bah, à partir des quarts de finale, on n'a pratiquement pas vu les prolongations, à part pour les quarts où il y a eu Norvège-Angleterre Oui, et c'est ça. Argentine-Suisse. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça ce qui a vraiment été un gros facteur dès le début. Hein. Dès le début, c'était le fait que l'Espagne avait déjà établi un jeu. Ils avaient déjà, et c'était entre parenthèses déjà échauffé, j'ai envie de dire, à vraiment avoir un jeu parfait. Après, je trouve que t'es dur aussi parce que le Maroc, quand même, c'est censé être une belle équipe pour échauffer. C'était pas bien. Non. C'est pas le niveau de l'Espagne, mais c'est quand même censé être une belle équipe pour échauffer. Et t'as trouvé? Parce que moi, le match France-Maroc, on a pas vu le Maroc parce que la France a su maîtriser le match. Mais le Maroc, il faisait rien pour contester. Je suis désolé, tu compares leur match du Canada face à celui de la France, c'était pas la même intensité. Il y avait aucun pressing, il y avait aucune relance, ça dégageait loin. À part quand ils perdaient enfin 2-0, ils commençaient à se révolter, mais c'était pas assez pour vraiment montrer la valeur absolue de cette équipe de France. Oui, mais c'est quand même censé, enfin, surtout sur le papier, parce que c'est vrai qu'ils sont passés à côté de leur match aussi, le Maroc. Mais ça aurait été censé être quand même une équipe oui, c'était censé, mais censé, oui, mais parce que tu vois, par exemple, si les équipes que joue l'Espagne étaient passées à côté aussi, ben l'Espagne, ils auraient pas été très préparés, tu vois. Bah, l'Espagne face au Portugal déjà, rien que les huitièmes, ils ont déjà pu établir un jeu qui était contesté, qui était équilibré et qui, à un moment donné, où ils ont dû pousser, trouver d'autres solutions et c'est là où ils ont déjà été échauffés. Nous, on a joué le Paraguay qui voulait même pas jouer en attaque. On n'a pas joué globalement. Voilà, on a joué le Maroc qui a vraiment joué défensif pour la première fois. Ils étaient à 5 défenseurs dès le début. Il faut, à un moment donné, quand tu joues pour la première fois une équipe qui va se révolter, qui va faire de la pression, pour la première fois en demi-finale, c'est qu'il y a trop de trop de problèmes dans cette Coupe du Monde. Et pour moi, c'est les 48 équipes. Ça a été trop. Mais bon, ouais. À un moment donné, on doit arrêter de chercher des excuses. Ça a été un bon parcours pour l'équipe de France qui est jeune, on rappelle, très jeune. Et puis, enfin, au bout d'un moment, on peut pas critiquer aussi la régularité, quand même, arriver 3 fois à la suite en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait dans l'histoire. Oui. Donc voilà, c'est un très beau parcours quand même. Mais on peut, je pense, passer aussi à la deuxième demi-finale qui opposait du coup l'Angleterre et l'Argentine cette fois-ci, et qui a été un match de tout sauf du football. Ah oui, certainement. En plus, surtout la première mi-temps qui était limite aucun jeu, que des fautes, que du mauvais jeu, un peu le style argentin depuis le début de cette Coupe du Monde. Et après le premier but Angleterre, alors que tout le monde pensait que ça allait être fini, puisque l'Argentine, ils avaient vraiment rien dès le début, c'est là où l'Angleterre décide de reculer leur jeu et laisser l'Argentine jouer, ce qui était la plus grosse boulette de cette Coupe du Monde par chaque pays, car on sait que l'Argentine, ils vont jamais lâcher, on sait qu'ils se la donnent jusqu'au bout. Et encore une fois, ça a été l'erreur de l'Angleterre. Ouais, surtout que, enfin, ils ont tellement descendu. Il y a une stat entre le but anglais et le premier but argentin.
88% de possession de l'Argentine pendant une demi-heure. Non, mais c'est ça. C'est énorme. En fait, tu peux pas, à ce niveau, refuser de jouer et ne faire que défendre pendant toute une mi-temps. C'est pas possible. À ce niveau-là, en demi-finale, faut proposer du jeu, faut aller presser haut, sinon t'es mort. Et en plus, il faut prendre l'autre demi-finale comme exemple. L'Espagne, ils ont rien lâché alors qu'ils menaient de 2 buts. Même à un but, ils pressaient, ils mettaient de l'intensité, ils créaient du jeu pour avoir ce deuxième but. Là, c'est pareil. En plus, c'était même pas la 60e minute. Tu te mets déjà à reculer, tu sors tous tes attaquants. Ça, c'est devenu vraiment du jeu défensif à un point où ça va forcément passer parce que si tu laisses une équipe pousser, tu peux pas tenir plus de 30 minutes en jouant comme ça. C'est pas possible. Ça s'est vu avant, ça a été tenté, ça n'a jamais marché. Mais les pays trouvent systématiquement le moyen de continuer de faire cette stratégie qui n'a jamais été bénéfique. Ouais, du coup, forcément, on va se tenu pendant une demi-heure, puis ça a craqué une fois, ça a craqué 2 fois. Oui. Après, ils ont beau avoir tenté, voilà, dans les dernières minutes du temps additionnel. À la anglaise, quoi. Voilà, de mettre tous les ballons dans la surface, d'essayer de mettre des ballons de la tête et tout. C'est trop tard. Au moins, ils ont tenté de faire ça parce que la France n'a même pas tenté. Mais c'était trop tard. Oui, quoi. parce que la France faisait presser. C'est ça, surtout qu'il y avait même plus d'attaquants sur le terrain, donc forcément pour marquer, c'était compliqué. Donc, il y a des Anglais que j'aimerais souligner pendant cette Coupe du Monde dont j'ai beaucoup de peine pour eux, notamment Bellingham, notamment Spence, l'arrière gauche qui pour moi est le meilleur l'arrière gauche après Cucurella de cette Coupe du Monde. Spence qui a fait une super Coupe du Monde et un super match. Franchement, lui, c'était vraiment le patron de cette défense. Et aussi Harry Kane et Rice, c'est les derniers des joueurs que j'aimerais souligner parce que pour moi, c'était vraiment eux qui ont réussi à mener cette équipe anglaise jusqu'ici, et c'est dommage de les voir perdre. Mais le plus décevant, puisqu'on va souligner un peu les plus décevants de chaque pays, pour moi c'était Pickford. Tout le long de cette Coupe du Monde, il se prenait des frappes et buts à droite et à gauche, il faisait pas grand chose, les peu de frappes qu'il se prenait, ils allaient au fond. Certes, il y en avait des inarrêtables, mais pour moi c'est le plus décevant de cette Coupe du Monde. On pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre parce qu'on sait que Pickford quand même. Oui, c'est sûr, c'est pas là tout l'Angleterre. Ça s'est vu avant cette compétition que le poste où ils avaient le moins de renfort, c'était le gardien. Oui. Mais quand même, c'est une Coupe du Monde, tu te la donnes à fond. Il y a des gardiens qui étaient pas avec un grand titre, je prends l'exemple de Fosinha, et qui a fait une apparition énorme. Là, Pickford, il aurait pu faire un truc pour son pays, mais malheureusement, ça a été très dur. Et les 2 frappes qu'il se prend, même face à l'Argentine qui vont au bout, par mémoire, il peut rien faire. Ouais, c'est vrai. Ah, peut-être le premier où il frappe de l'extérieur, mais de la surface, mais quand même, c'est comme, pour moi, c'est le plus décevant. Je sais pas pour toi, mais. Ouais, bah après, moi, je trouve, il a été quand même moins décevant que les latéraux français. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres joueurs anglais, c'est sûr que il a peut-être un peu plombé son équipe. Mais en tous les cas, de toute façon, voilà, ils ont ce qui a plombé l'équipe, c'est surtout le coaching de Thomas Tuchel, du coup, qui fait redescendre son équipe. Surtout ça, parce que sinon, je pense qu'ils auraient pas perdu. Ils avaient les armes pour gagner. Hein, mais... Oui, absolument. Mais c'est l'échec de beaucoup de pays qui ont joué à l'Argentine, et je sais pas quel moyen, la finale a été Espagne-Argentine. Alors Espagne, eux, ils ont fait un très joli parcours, et l'Argentine qui, eux, ont fait l'inverse total, un record qui a été battu, ce qui était le parcours le plus simple d'une Coupe du Monde. Ouais. En jouant 0 équipe dans le top 15. Bien aidé par cette Coupe du Monde à 48 équipes d'ailleurs, qui donne plus de possibilités de se trouver contre des petites équipes jusqu'au bout. Donc, mais ouais, c'est sûr que l'Argentine qui a eu un parcours très simple et qui pour moi aurait dû sortir en 16e ou en 8e parce que franchement ils ont été très avantagés sur ces 2 matchs par l'arbitrage et ils auraient dû à un moment dû se faire éliminer. Non mais il y a des parcours, je m'en remets pas, mais quand tu regardes des parcours, je me dis mais pourquoi c'est même autorisé, genre avant la demi-finale jouer aucun pays dans le top 15, c'est énorme. Genre tu vois, il y a pays comme l'Espagne ils ont joué le Portugal dès les 8e, Belgique quart, France demi. Je pense que c'est 3 pays dans le top 10. C'est un truc de. Oui, c'est sûr. Comparé à l'Argentine. Sérieux. Disons que c'est vraiment jouer ces équipes, c'est à double tranchant. Soit tu te fais sortir tôt, soit tu vas jusqu'au bout en fait. Non mais l'Argentine, je pense, ça a été l'équipe la plus détestée de cette Coupe du Monde. On les voyait tous sortir très tôt et ils se sont retrouvés en finale parmi les doutes, parmi les critiques, et on s'attendait à un gros match, mais d'abord, avant cette grande finale, il y avait la petite finale qui, par pur miracle, a eu 10 buts. Un truc de dingue. C'était inimaginable, surtout dans ce football moderne où voilà, il y a pas forcément énormément de buts, mais surtout il faut parler de cette première mi-temps. Catastrophique, cataclysmique. C'est dur d'avoir les mots. Oui, c'est sûr, mais après, il fallait faire tourner l'équipe.
on peut comprendre ce côté-là. Mais que l'équipe voulait pas jouer, ça c'est un autre problème parce que tout le long de ces compétitions, on a eu des contestations des joueurs français qui avaient pas assez de temps de jeu entre parenthèses, comme Konaté, il avait jamais joué. Cherki, il trouve qu'il avait pas assez de temps de jeu. Zaha Emery, pareil, tout le monde pensait qu'il devrait jouer plus. On les met ces joueurs-là et qu'ils fassent une de ces performances absolument irrespectueuses limite pour le dernier match de Didier Deschamps, ça a été un truc de dingue. 4-0 à la mi-temps. Mais c'était désespérant en fait. Dès l'ouverture du score anglais, ils ont arrêté de jouer. C'était à la 3e minute. Ah, mais donc c'était un truc de fou. C'était vraiment, il y avait aucun pressing. J'avais l'impression que toutes les lignes étaient coupées, aucune ligne n'était reliée entre elles. Il y avait rien qui faisait que ce soit pour le coup Lacroix, moi j'étais pas d'accord avec toi sur les autres matchs, je disais qu'il était mauvais, moi je trouvais qu'il était bon, mais ce match, je suis obligé d'être d'accord avec toi, il était Konaté aussi, c'était horrible. Lui qui était un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde 2022, lui qui vient de signer au Real Madrid, un grand nom, je suis désolé, Konaté, il avait un titre à défendre et là, il a fait une de ses performances mais horribles. Après, Didier Deschamps, il a fait le bon truc. Il a pas dit à la mi-temps, ouais, réveillez-vous. Il a dit, c'est fini, vous sortez, c'est mort. Il a fait rentrer Dembélé, Upamecano, c'était qui d'autre en même temps, c'était Lucas Digne et c'était Barcola. Hein? Et Barcola, voilà, Barcola. Barcola qui a d'ailleurs été un très bon détonateur. Ah oui, non mais Barcola et Dembélé, les deux, oh là là, énorme. Pareil, Upamecano, je le dis maintenant, malgré la défense espagnole, pour moi, lui, le seul qui peut contester le titre de meilleur défenseur de cette Coupe du Monde, voire de cette saison entière, c'est peut-être pas Cubarsí. Et encore. Même pas. Pour moi, même pas. Upamecano. Il a été tellement solide. En fait, c'est tellement, en fait, on l'a vu sur ce match. Sans lui, la défense de l'équipe de France, c'est rien. Mais même les relances, il montait les ballons à la fin, c'était. Mais à la fin, il jouait défenseur central 6, 8, 10. C'était un truc. Il a fait une passe D en plus dans la surface adverse. C'était un truc de dingue. Upamecano, je lui dois tout mon respect. Lui qui était dans l'ombre depuis des années. Cette saison, elle a été énorme. S'il était là depuis le début, mais jamais l'Angleterre gagnait ce match. Mais ça, c'est sûr. Et après, jamais l'Angleterre aurait pu ne pas gagner ce match aussi si on avait été un peu plus efficace, parce qu'on a mis 4 buts en deuxième mi-temps. Mais pourtant, on a eu aussi des gros ratés avec notamment Olysée. On peut pas lui en vouloir, parce que cette Coupe du Monde, même s'il a pas été très présent contre l'Espagne, voilà, on veut pas trop lui en vouloir, mais il a quand même fait 2 passes D, donc en fait, il faut respecter le titre. Comme des il faut respecter la présence de la Coupe du Monde. Il a quand même battu le record de le plus de passes D parmi une édition de la Coupe du Monde, un record qui n'a pas été battu depuis Pelé. Depuis Pelé en 58 ou 62. Je sais plus, de ces Coupes du Monde. Très longtemps. Très longtemps. Alors, certes, c'est énorme, mais pour moi, Olysée, c'est un les plus malchanceux. Là, il rate des occasions, mais énormes. Même avant, il avait la retournée acrobatique, poteau, plein de matchs où il faisait de ses frappes et que à chaque fois, ça passait à quelques centimètres. Pour moi, c'est le joueur le plus malchanceux. Mais on peut pas le critiquer. On peut que être avoir ça te donne un peu un goût d'inachevé, quoi. Oui. Un peu triste pour lui. Parce que c'est vraiment, en fait, on a de la peine pour lui, voilà. C'est ça, voilà. Parce que c'est un peu ce qui manquait pour sublimer cette Coupe du Monde déjà de très grand niveau. Oui. En tout cas, à la différence entre l'Espagne et la France, j'ai envie de dire, c'est justement ce que le coach a dit. Ils ont joué les meilleurs joueurs du monde, mais l'Espagne, c'est la meilleure équipe du monde. Car, comparé à l'Espagne, si tu regardes les statistiques individuelles, ça veut dire meilleur buteur, meilleur passeur, il y en a aucun qui est au-delà des autres. C'est tous équilibré. Et comparé à la France, eux, on domine chaque critère. On a le meilleur buteur, Kylian Mbappé, qui a surpassé Messi, et heureusement, parce que sinon Messi aurait été dans les discussions pour Ballon d'Or. Ça aurait été catastrophique. Ça aurait été polémique. Ça aurait été catastrophique, franchement. Olysée, meilleur passeur, et en plus, c'est même pas égalité. Il a une passe de plus, ou 2, ou 3 même, voilà. Il y en a 3. D'ailleurs, Mbappé, qui est aussi deuxième meilleur passeur ex aequo, au passage. Alors, avec ça, en plus, Dembélé aussi, qui vient aussi faire une très belle Coupe du Monde, un triplé, et qui marque encore sur ce match. Donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que au final c'est pas ce qui gagne, c'est avec le jeu collectif, avec tout le monde avec les mêmes stats. Mais bon, en tout cas, on est content. Belle stat individuelle, ça promet beaucoup, car quand même, on doit l'avouer, cette équipe de France, elle est jeune. Elle est très jeune en attaque. Donc on a de grandes choses devant nous. Merci DJ, on va voir en remplaçant de Zidane. Mais avant de parler du futur et du reste de ces compétitions, on a la grande finale. Qui n'a pas tenu son rang. J'ose le dire. La grande finale qui a dû enchaîner quand même une rencontre de 10 buts.
a été une rencontre à de un seul et unique but. Avec notamment une dimension assez historique, Oui. puisque l'Argentine n'a pas cadré une seule frappe. Oui. Et je crois qu'ils n'ont pas frappé dans le temps réglementaire. Non, la première frappe est venue à la 110e. Et ça m'étonne même pas. Ils ont été dans la surface adverse, je crois, 2-3 fois. Deux ballons touchés, je crois. Et c'était pour les corners. Ouais, pour dire, ça c'est un truc de dingue. Pour dire une finale qui, depuis le début, on le dit, n'est pas méritée pour l'Argentine. Et encore moins quand tu vois leur jeu. C'était que des coups, mais méchants. Je dis un terme gentil. Oui, voilà. Méchant, c'est même pas. Mais c'était que, voilà, des coups vicieux. Et on a vu justement, tu parlais de ne pas affronter de grosses équipes jusqu'au dernier moment. Ouais. Bah là, ça a dû faire un sacré choc à l'Argentine de passer du Cap-Vert et de la Suisse à l'Espagne. C'était pas la même chose. Encore, la possession c'est 65, mais quand tu regardes le match, t'as l'impression que c'était 80-20. C'était un truc de dingue. L'Argentine, il faisait rien avec la balle. Quand l'Espagne avait la balle, c'était que des fautes. Et heureusement, ils ont enfin eu le carton rouge. Ça a pris jusqu'à la 94e, 16e. Dans le temps additionnel de la deuxième période, oui. Trop long pour toutes les fautes faites, toutes les semelles, la semelle sur Yamal qui était horrible. Paredes, je peux lui mettre 10 cartons jaunes. De Paul aussi. Molina aussi. Tellement de coups mais qui sert à rien en plus des fois, et en plus à la fin il cherchait juste à se battre à un moment donné. Merci Ferran Torres, merci Nico Williams qui a fait une énorme rentrée, merci l'Espagne d'avoir enfin battu cette équipe contre le tout, d'avoir presque ridiculisé même s'il y avait que 1-0. Attends, pour moi j'ai oublié de dire un truc sur plein de matchs. Un autre truc qui était horrible avec cette Coupe du Monde, avec cette finale surtout, c'est les arrêts de jeu, notamment la mi-temps qui dure 27 minutes. Horrible, 27 c'est en fait, ils ont dénaturé le football les États-Unis, c'est pas possible. De base, t'as 2 mi-temps 45 minutes, 15 minutes au milieu. Des fois, ça peut arriver une petite pause fraîcheur quand il fait vraiment trop chaud, pourquoi pas, ça s'est vu. Oui, mais là, à mettre des pauses fraîcheurs dans des stades climatisés, une mi-temps de 27 minutes, mais c'est plus le même sport, en fait. Et en plus, les pauses fraîcheurs que j'ai insultées depuis le début, ils nous ont tués jusqu'au bout, parce qu'un truc que j'ai pas dit avant, mais pour la petite finale, on était à deux doigts de remonter ces 4 buts, on l'a pas vraiment dit, mais à un moment donné, on est à 4-3 en plein élan, on a marqué 3 fois en 15 minutes, pause fraîcheur. Ça coupe l'élan, ça nous défonce. En revenant sur le terrain, c'était pas pareil, c'était mou, on était refroidi, c'était horrible. Horrible cette pause fraîcheur. On était quand même bien plus, on était quand même assez certes c'était pas avant la pause fraîcheur, mais on était quand même au niveau après la pause fraîcheur. Quand on enchaîne 3 buts, il y a une pause fraîcheur, ça te tue l'élan. C'est sûr que ça a tué l'élan, c'est sûr que c'était dans des matchs quand t'as un élan comme ça s'enchaîne. Quand j'ai vu la pause fraîcheur, j'étais oh non, j'avais oublié ça. Ah ouais, mais moi aussi clairement dit ça. En plus quand tu vois que Pickford il avait fait pareil face à l'Argentine. Quand tu vois c'est le gardien qui annonce les pauses fraîcheurs, c'est qu'il y a un problème avec ces pauses fraîcheurs. C'est un truc de dingue. Mais bon, en tout cas, cette rencontre-là, encore une fois, les pauses fraîcheurs, ils ont fait du bien à l'Argentine peut-être, mais bon. L'Espagne qui est largement une équipe qui a mérité cette Coupe du Monde. Genre, ils ont fait aucun vol, il y avait peu de contestations. Le seul moment faible, c'était vraiment leur groupe, mais après, c'est comme on l'a dit, encore une fois, trop d'équipes, trop de bazar, mais bon. Parmi cette Coupe du Monde, si on cite le président de la FIFA et Donald Trump, ça a été le meilleur événement humain de l'histoire. Ça a été la pire Coupe du Monde de l'histoire. Il faut le dire, ça a été la pire Coupe du Monde de l'histoire, que ce soit tout dans... Ok, c'est là où il y a le plus de gens qui sont allés voir. Logique, il y a plus de matchs, il y a des plus grands stades. Mais que ce soit l'organisation avec les pauses fraîcheurs publicitaires, que ce soit les refus de visa à des arbitres, à des membres du staff, à des supporters qui avaient payé leur place. C'était juste... Mais si on écoute les présidents, ça a été la meilleure Coupe du Monde, le meilleur événement social et humain de l'histoire. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a tellement de problèmes. Je pense qu'il y a plus de classements de mauvaises choses que de bonnes choses. Genre, on peut même pas faire un classement de bonnes choses parmi cette Coupe du Monde car on peut pas passer 10. Mais mauvais, oh là là, la liste elle est sans fin. La liste est clairement avec aussi, j'ai oublié de citer, mais les interventions présidentielles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Voilà, c'est exactement le truc dont on parle pas assez, c'est ce carton rouge annulé. Certes, ils se sont fait punir juste après, mais il faut en parler de cette daube. Je suis désolé, mais à un moment donné, c'est un truc de dingue voir ça. Mais jamais on aurait cru même. Jamais ça aurait... Mais c'est un truc de dingue, cette Coupe du Monde. En fait, c'était inimaginable. En fait, il y a tellement eu d'affaires. C'est pas possible. Le politique qui se mêle au cadre sportif.
Jusqu'au bout. J'espère que les États-Unis n'auront plus jamais une Coupe du Monde à organiser, n'auront plus jamais une compétition à organiser, parce que Oui. franchement, ils veulent transformer le foot à leur image, Oui. comme le basket avec la NBA, voilà. Mais non, le foot, c'est pas ça. Le Avec foot, avec notamment le Halftime Show qui reprend justement ces cultures américaines. Personne voulait ça. Personne est content. Personne a aimé ce show. Super. Il y a eu le message de l'amour, la paix. On l'a vu des millions de fois. C'est un sport. Pour moi, c'est un sport endurant le foot quand même. Mais quand tu ajoutes des pauses fraîcheurs, une mi-temps de 27 minutes. Je pense que on n'a pas les vidéos, mais je pense que la mi-temps, j'espère que les joueurs ils avaient des vélos. Hein. Pour oui, c'est parce que là c'est vrai que plus des fois, chaud. même 15 minutes, quand tu vois, t'es assis 15 minutes et que tu rentres sur le terrain, des fois, t'as un peu mal aux jambes, t'es très très chaud. ouais, mais Alors, 27 minutes, ouais, c'est vrai que j'espère qu'ils avaient des petits trucs de mobilité à faire dans le vestiaire et tout, parce que, on se rend pas compte, 27 minutes de pause. en fait, c'est vraiment deux matchs différents, 27 minutes de pause. Tu sais, c'est comme si quand t'es dans des tournois, et ta pause entre les deux matchs, bah, c'est exactement ça. Mais c'était catastrophique, ce système américain là, et en plus, jusqu'au bout, on a eu des problèmes. Par exemple, les prix des places, en moyenne, pour la finale, ça veut dire 82 000 places, ça a été 10 000 $, pardon. Ce qui Il y fait un peu y avait moins, si. pas de place en dessous de $1,000, même beaucoup, et c'était à plus de Ouais. $1,000 et moins cher, beaucoup Oui, plus même. c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, cette Coupe du Monde. Mais bon, on pourra en parler pendant des heures de tous les problèmes. On les a vus par étapes, par petites étapes. tu C'était vois. échelonné, voilà, pour qu'on en ait un peu tout le temps. Et ça s'est fini, j'ai envie de dire, sur une bonne note, parce que je te mens pas, si l'Argentine avait fini vainqueur, je pense que on n'en aurait jamais entendu la fin. Le monde aurait crié, la France aurait crié, mais dans 4 ans, je me dis, ça va être mieux, parce qu'on a quand même des pays hôtes qui Espagne, Portugal, Maroc, c'est plus qui mettent de l'ambiance. c'est plus entre guillemets le peuple, on va dire, par rapport aux États-Unis. Là, on s'attend à un gros truc. Voilà, la Coupe du Monde va redevenir une Coupe du Monde normale, Oui. agréable à voir, avec pourquoi pas des fraîcheurs, mais quand il fait 36 degrés. Ouais, des pauses fraîcheurs, pas dans les stades climatisés. Voilà, c'est ça, des pauses fraîcheurs quand il fait 36 degrés et que tout le monde est mort, et que les joueurs le demandent parce que sinon c'est... Sinon c'est un vivant, mais plus de mi-temps de 30 minutes. S'il vous plaît, non, pas ça. Non. Ça, c'était vraiment une belle manière de finir cette Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà, la Coupe du Monde est finie, Oui. et on espère vous revoir du coup pour les prochains épisodes de Débrief sans filet, Très bientôt. Oui. qui vont arriver très bientôt pour préparer la nouvelle saison et pour voir un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements en termes de transfert aussi qu'il faudra voir, qui seront très intéressants. Merci à vous pour cette Coupe du Monde et au revoir. Au revoir à tous.